lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles et inconditionnels auditeurs et téléspectateurs du média du développement et de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans le bureau du prof, votre émission éducative de référence qui vous propose exceptionnellement du lundi au vendredi, et cela pendant 2 semaines, un tour d'horizon de l'actualité éducative la plus récente et la plus pertinente. Dans le bureau du prof, nous aborderons les sujets qui vous intéressent, les dernières réformes éducatives, les nouvelles tendances pédagogiques, les conseils de nos experts pour mieux apprendre et réussir. Rejoignez-nous donc chaque jour à partir de 9h pour une émission dynamique, informative, mais aussi didactique. Pour nous suivre, vous n'avez qu'à télécharger l'application Kavi Media via App Store ou Play Store, ou tout simplement nous suivre via la page du dit média. Encore, mesdames et messieurs auditeurs et valeureux téléspectateurs du média de l'entrepreneuriat et du développement, dans le bureau du prof. Alors, comme vous le savez, le bureau du prof, c'est aussi au-delà des débats. Ce sont des rubriques didactiques, ce sont des rubriques pédagogiques, parce que quand on parle d'émission éducative, c'est une émission qui est tenue et retenue par des enseignants. Et l'enseignant, il est tenu par une double vocation, éduquer et instruire. Donc nous profitons de cette tribune pour apporter cette petite touche didactique à l'attention de nos auditeurs et téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous avons au menu de la rubrique mots du prof, différence entre prolongement et prolongation. Tous les deux mots ont pour radical, si vous le voulez, ou verbe, racine verbale, prolonger. Mais prolongement, prolongation, les deux mots sont différents. Quand devons-nous parler de prolongement? C'est quand il s'agit d'un espace. Voilà, un espace de terrain, on fait le prolongement. On peut faire par exemple le prolongement d'une route. Donc quand il s'agit de l'espace, on parle de prolongement. On peut dire par exemple, il y a des nids de poules un peu partout. On a procédé à la réfection de la route, mais aussi à son prolongement jusqu'à 36. Voilà, là c'est dans l'espace. Maintenant, quand on parle de prolongation, là c'est dans le temps. C'est pourquoi quand on prend par exemple un match de football, après 90 minutes, voilà, on peut procéder à une prolongation pour pouvoir départager les deux équipes. Voilà, donc la prolongation, c'est dans le temps et le prolongement, c'est dans l'espace. Alors, autre chose, on va aussi parler de l'emploi des majuscules parfois, parce que
En langue française, la rédaction, elle doit être minutieuse. Elle obéit à des principes, elle obéit à des règles qui sont édictées par l'Académie française. Nous n'inventons absolument rien. Alors, lorsque nous prenons par exemple guinéen, prenons le mot guinéen. Quand est-ce qu'on doit écrire guinéen avec G majuscule, guinéen avec G minuscule? Lorsque guinéen désigne les habitants de la Guinée, alors en ce moment, il faut l'orthographier avec G majuscule. Si vous l'orthographiez avec G minuscule, vous avez péché contre la langue de Molière. C'est pareil pour sénégalais. Quand ça désigne les habitants du Sénégal, on va mettre S majuscule. Les Français désignent les Français, F majuscule. Les Belges désignent les habitants de la Belgique, alors B majuscule. Mais quand on dit les problèmes guinéens, en ce moment, Guinée ne se rapporte plus à la désignation d'un habitant, mais plutôt qualifie problème. C'est pourquoi on parle d'adjectif de nationalité. En ce moment, on écrira guinéen avec G minuscule. Quand on dit les problèmes belges, la situation belge, méfiez-vous d'écrire en ce moment belge avec B majuscule. Sinon, vous auriez péché contre la langue de Molière. Et aussi, toujours dans le mot du prof, on a une petite différence à faire entre tord, qui s'orthographie T-O-R-D, tort avec T-O-R-T. Là aussi, beaucoup de personnes s'ammêlent les pinceaux. Quand il s'agit de l'expression orale, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit d'écrire, il faut faire beaucoup attention, sinon on risque de mélanger les pédales. Tort avec D à la fin, c'est le verbe tordre, conjugué à la troisième personne du singulier. D'accord? Alors, je peux dire, mais dis donc, il tord la langue française, les règles de la langue de Molière. Voyez-vous un peu? Alors, tort avec T à la fin, T-O-R-T, là, c'est l'antonyme. Entendez par antonyme le contraire de raison. Mon ami, tu n'as pas raison. Tu as tort. Méfiez-vous en ce moment d'écrire tort avec D à la fin. Rapidement, on va mettre un petit focus sur une figure de style. La langue française aussi va avec cela. Et la figure de style, c'est quoi? Ou les figures de style, c'est quoi? Ce sont des procédés d'écriture nous permettant de rendre notre communication plus vivante, plus poignante. Et aujourd'hui, on va parler d'une figure de style qui est la personnification. La personnification, mesdames et messieurs, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des choses, à des végétaux, à des animaux. Quand on fait par exemple parler en animal, là on a fait usage de cette figure de style qu'on appelle la personnification. Et j'en veux pour exemple rapidement cette petite fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Le corbeau était perché sur une branche et le renard était de passage. Il a été attiré par l'odeur très alléchante du fromage que le corbeau tenait en son bec. Il a observé une halte au pied de l'arbre et a commencé à magnifier le corbeau. Voilà, en disant que Monsieur du Corbeau, si votre ramage se rapportait à votre plumage, vous seriez élu comme étant le plus bel oiseau de cet arbre-là. Et le corbeau s'est senti très flatté. Finalement, il a ouvert son large bec. Le fromage est tombé. Donc, cette communication entre ces deux animaux, c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, la personnification. Alors, on termine avec l'expression du jour. Quand on dit être tiré à 4 épingles. Oh, il est tiré à 4 épingles. Cabinet est tiré à 4 épingles. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il est très bien vêtu. Alors, c'était le mot du prof. Eh bien, nous revenons pour dire bonjour à notre chroniqueur, l'un des chroniqueurs de cette émission, un bouillant garçon, Cabinet. Comment tu vas, mon frère? Oui, je vais très bien, malgré la galère que nous connaissons actuellement à Conakry. Oui. Et voilà, on peut estimer quand même que tout va pour le mieux. Oui. Voilà, je profite de l'occasion pour saluer les populations. Toujours des gens. Non, mais écoutez, il faut saluer les populations. Ça devient un contrat social avec eux. Il faut saluer les populations qui se battent tous les jours contre la pauvreté, contre en tout cas tous les aspects de la vie dure en Guinée. Et surtout que nous sommes en saison pluvieuse, ce n'est pas facile. Une pensée pieuse à toutes ces femmes battantes qui se lèvent très
tôt le matin, mais qui sont encore les toutes dernières à se coucher. Et voilà, c'est ce qu'il faut dire. Les femmes de Matoto à côté ici, les femmes de Yimbaya, les femmes de Bessia, les femmes de ces milieux ruraux de façon vraiment générale. Donc c'est pourquoi je profite de l'occasion pour saluer très particulièrement les femmes de Bofa. Vous savez, normalement, comme vous tenez très bien... N'es-tu pas de Bofa par hasard? Non, je ne suis pas de Bofa. C'est Excellence Barry qui est de Bofa. Qu'il soit salué de passage. Vous savez, Bofa, normalement, en langue en Sosoroui, on dit Bofo. C'est ce que Feu Fodé Conte paie à son âme, une virtuose donc, de la musique guinéenne. Il nous l'a souvent rappelé, c'est Bofo. Donc c'est à la suite de la colonisation, du contact avec le colon blanc, ce qui a amené en tout cas ces déformations. Mais il est important aussi d'aller à Bofa, parce que Bofa est chargé d'histoire. Et puisque nous parlons d'école, probablement Bofa a abrité la toute première école, n'est-ce pas, guinéenne, parce que ça a été, Bofa a été la porte d'entrée de la colonisation en Guinée. Donc Bofa est une ville historique, une ville d'histoire, franchement une ville que nous devons relever à son rang d'antan, une ville franchement qui peut porter la Guinée très loin. Tout à fait, si tu veux d'ailleurs même une ville historique. Hein? Évidemment. Parfait, c'est très bien dit. On va dire aussi bonjour à notre invité parce qu'aujourd'hui on va parler de l'enseignement technique et professionnel. Absolument. Un thème assez intéressant. Bonjour monsieur Camara. Oui, bonjour. Je salue tout le monde. Je salue aussi les professeurs. Je vous dis bonjour. D'accord. Merci bien, merci. C'est en tout cas un plaisir de vous recevoir. On va marquer un petit break et on revient dans un petit instant. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission éducative, le Bureau du Prof, la seule émission qui est capable de vous plonger dans les réalités de l'école de la République, que ce soit l'enseignement préuniversitaire, supérieur, aussi professionnel et technique. Alors, nous allons rapidement dire bonjour à Monsieur Cheikh. L'éternel retard. Bonjour mon cher. Bonjour, comment ça va? Bonjour à notre invité. Oui, merci. Monsieur Keta. Bonjour. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Merci Bonjour bien. professeur. Oui. Il faut rappeler que c'est un excellent professeur de physique. Évidemment, évidemment. Vous savez, les professeurs de sciences, surtout quand on parle de physique, quand on parle de mathématiques, en tout cas, ils se font rares, ces professeurs qui excellent aujourd'hui sur le plan national en Guinée. Même surtout quand on prend la
physique, une matière. Ah oui. Les apprenants craignent beaucoup. Hier nuit, je faisais des recherches sur des calculs sur la vitesse, sur la distance et autres, histoire de revenir un peu parce que moi je suis littéraire. Donc, mais professeur Hassan, moi je pense qu'aujourd'hui, le MEPUA doit prendre accord, disons, la situation de l'ouverture des classes. Parce que j'ai vu dans le dernier compte rendu du conseil du cabinet. Non mais écoutez, vous savez, on ne peut pas mettre en avant pour le moment l'organisation de la CENAMSCO pendant qu'on n'a même pas encore pensé à l'ouverture des classes. Tu penses qu'ils n'y ont pas songé? Est-ce que tu es dans les secrets des dieux pour le savoir? Peut-être que ça n'a pas été rendu public d'abord. Non, nous parlons de ce qui a été justement rendu public. Qu'est-ce qui a été rendu public? Nous parlons du compte rendu du conseil, du dernier conseil du cabinet, s'il vous plaît. Il a figuré en bonne place l'organisation de la CENAMSCO. Nous n'avons rien contre cette initiative qui a été portée par l'ancien ministre M. Guillaume Awin. Nous n'avons rien contre cette initiative. Mais nous pensons que ça ne devrait pas être porté à l'ordre du jour devant la question de l'ouverture des classes. Vous savez, l'année dernière, je crois, si j'ai bonne souvenance, que les classes, que nous avons repris les classes à partir du 25, n'est-ce pas? Mais l'annonce a été faite quand? La rentrée administrative, hein? Non, la rentrée scolaire, c'était le 25, si je ne m'abuse. Septembre. Le 25 septembre. D'accord. Donc, il y a eu combien de temps, c'est-à-dire entre l'annonce et l'ouverture des classes? C'est-à-dire que cette fois-ci, vous savez bien que le marché, on ne brûle pas les étapes, nous avons encore un mois. Nous avons encore un mois. Vous avez reçu la fois dernière un des conseillers de monsieur le ministre, qui est aujourd'hui, paraît-il, un éminent... pourquoi tu mets paraît-il? Non, tu es trop caustique, toi. Qui est, paraît-il, spécialiste en programmation, disons... En législation, il est spécialiste en législation. J'ai vu dans le journal de Kavi qu'il était spécialiste en planification de l'éducation. Donc si, effectivement, nous avons ces types de spécialistes dans le cabinet de monsieur le ministre, qu'ils aident dès maintenant là à planifier l'année scolaire, surtout, n'est-ce pas, à annoncer les couleurs de cette année scolaire bien avant, en tout cas, le mois de septembre. Nous allons encore arriver au mois de septembre, jusqu'au 5, jusqu'au 10, jusqu'au 15, et après on nous annonce que l'ouverture serait le 25. Le département est en train de travailler. Donc franchement, il faut interpeller M. Boundou, le secrétaire général. Il faut qu'il prenne à bras le corps cette situation. C'est quand même son travail aussi. Voilà. Alors, autre mise en bouche rapidement, c'est par rapport aux frais d'inscription. Nous avons vu cette note que la DCE de Matoto a diffusée. Souvent, on constate dans les écoles que les frais de scolarité sont fixés, les frais, disons, d'inscription et de réinscription sont fixés de façon pêle-mêle. Et qu'est-ce que Cheikh Keita en pense? Bon, moi je pense que c'est de l'ordre normal des choses qu'un administrateur fasse donc le suivi des décisions prises, disons, au niveau central. Donc c'est de bonne loi que monsieur le directeur communal de l'éducation du Matoto, monsieur Sekou Kaba, prenne ses responsabilités. Mais faut-il savoir aujourd'hui, est-ce que cette décision depuis qu'elle a donc été prise par M. Guillaume Awing en 2022, est-ce qu'elle a suivi d'effet dans toutes les écoles, notamment de la DCE de Matoto? En tout cas, cette question reste à poser. Quitte maintenant à M. le DCE de prouver que ça a été respecté ou aux parents d'élèves de savoir que ça a été respecté. Mais en tout cas, c'est très bien de rappeler cela. Mais aussi, il faut que le département s'intéresse, n'est-ce pas, à la fixation, disons, des frais de scolarité. Parce que, disons que ça a fait polémique à un moment donné, mais il faut que la régulation continue. Parce qu'on ne peut pas continuer, en tout cas, à fixer les frais selon les humeurs. Ça doit surtout se faire selon le standing de l'école, le cadre qui est offert, et surtout, disons, la disponibilité des salles de classe, leur disposition et tout. En tout cas, il faut encourager les autres structures déconcentrées du MEPUA à emboîter le pas à la DCE de Matoto qui donne souvent de bons exemples en matière de prise de décision, même s'il y a d'autres décisions que nous ne comprenons pas et qu'il faut aussi signaler. Ça m'aurait étonné que tu avances une thèse sans y apporter une antithèse. Cheikh, monsieur Cheikh, qu'est-ce que vous en pensez rapidement avant de revenir à l'autre? J'aurais aimé mettre mon jeune collègue à l'aise. Au MEPUA, on programme l'année N+1 en l'année N. Voilà.
Autrement il faut lui expliquer ça, hein, parce qu'il est littéraire, il va pas... Ce qui doit se faire en 2026 est déjà programmé en 2025. La gouvernance et la projection. L'ouverture est déjà programmée. Mais reste à savoir qu'il y a des aléas politiques qui se présentent, qui font qu'on ne peut pas directement partir sur une date d'ouverture. Parce que vous savez que il y a le référendum qui vient au mois de septembre. Donc, ce qui fait que sinon l'ouverture est déjà calée. Maintenant, par rapport aux activités, parce que qui dit planification parle de tout. Quand on planifie, on peut même parler de la dernière activité à faire. Donc, il faut suivre l'ordre chronologique des choses. C'est pour le mettre à l'aise. Maintenant, par rapport à ce que le DCE de Matoto a décidé, je pense que c'est normal. L'administration, c'est une continuité. Donc, je ne pense pas, en tout cas de bonne souvenance, qu'il y ait encore eu entorse à la règle là, que Guillaume a fixée en 2002. Pour l'instant, tout le monde se borne à mettre les frais d'inscription à 150 000, les frais d'inscription à 100 000. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas vu le contraire. C'est très bien dit. Alors, nous allons revenir à notre invité, Monsieur Camara. C'est un plateau qui est auréolé d'enseignants. Nous aimons beaucoup parler. Hein? Voilà. Alors, Monsieur Camara, aujourd'hui, nous allons parler d'enseignement technique et professionnel. Et souvent d'ailleurs, on fait l'amalgame entre enseignement technique, enseignement professionnel. Et comme on le dit, le cheval, il est là, le chevalier aussi est là, on ne va pas l'aider à galoper. Alors, Monsieur Camara, avant d'entrer dans le vif même du sujet, dans le vif du thème, vous allez nous dire c'est qui Monsieur Camara? Ok. Moi, c'est Kamara Nabilay. Je suis ingénieur mécanicien. Je suis actuellement en service à l'enseignement technique. J'ai bénéficié aussi d'une formation au Japon au compte de la JICA. Actuellement, je suis en train de faire mon master en psychologie du travail. Donc, je suis formateur. Je ne sais que faire ça par la formation. Bien. Très bien, c'est très bien dit de façon très laconique et brève. Alors, Monsieur Camara, vous allez nous parler un tout petit peu des défis liés à ce secteur-là, l'enseignement technique et professionnel. Professeur, et vous allez permettre... je sais que tu as toujours... Non, vous allez permettre, s'il vous plaît, quelque chose m'intéresse dans ce que monsieur Nabil Laye a dit. Il est ingénieur mécanicien. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un physicien à côté. Vous savez, au quartier, lorsqu'on dit que tel est mécanicien, souvent c'est une profession qui est stigmatisée. Moi-même, mon papa est mécanicien. Mais au quartier, en tout cas dans le voisinage, quand on parle souvent de mécanicien, même les jeunes, quand moi j'ai dit une fois à mon jeune frère, j'ai dit non, il faut aller apprendre la mécanique. Il dit non, moi je suis élève, je suis au lycée. J'ai dit non, écoute, il faut aller apprendre la mécanique aussi. Pourtant, donc très brièvement, est-ce que M. Camara peut nous dire c'est quoi la mécanique? Et évidemment, quelle est l'importance même de cette étude ou de cette profession de la mécanique? Avant votre question, Hassan. Merci pour la question. La mécanique ici, je veux dire, c'est la base du développement industriel du monde. C'est-à-dire, il faut savoir que même quand on remonte l'histoire avec la révolution industrielle, c'est là-bas où la mécanique a pris de l'ampleur. C'est à travers la mécanique qu'on a facilité maintenant le déplacement. Et avant, on faisait des kilomètres à pied. Mais à travers la mécanique, maintenant, on a réduit non seulement l'espace, on a réduit le temps. Mais c'est que ce que vous venez de dire, c'est la perception des gens sur le métier mécanicien. Parce que peut-être les mécaniciens, les premiers qui étaient là, ils ont donné une image. Quand même, la mécanique, c'est l'essence même de la vie. C'est-à-dire rien ne se passe sans la mécanique. À partir du moment qu'on parle du mouvement, ça c'est la mécanique. Et puis on ne parle pas de la production, on ne parle pas de l'industrialisation, on ne parle pas des travaux publics, on ne parle rien sans passer par la mécanique. Donc, mais vous voyez, c'est ça je dis, c'est une perception que les gens se font sur la mécanique. Une perception erronée. Une perception erronée. Est-ce que si nous sommes là maintenant pour changer le paradigme, c'est qu'il faut savoir que la mécanique, ce n'est pas pour n'importe qui. Ça, il faut être à la hauteur pour être mécanicien. Parce que la mécanique, ça commence de base à jusqu'au professorat. Il y a des gens qui ont leur professorat en mécanique.
Donc, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est très bien. Voilà. El professeur, je veux juste une précision. Parce que beaucoup de personnes nous suivent, ne connaissent pas aussi trop la différenciation. Lorsque je sors tout de suite sur une moto, vous avez des garagistes à côté. Lorsque j'ai un problème de chaîne, de pas arrière, je sais pas. Il y a des petits ateliers au quartier, au bord des routes, qui peuvent m'aider à régler ce problème. Et vous, de façon académique, vous avez un diplôme d'ingénieur en mécanique. Donc, quelle différence pouvez-vous faire à nos auditeurs et téléspectateurs de ceux qui l'exercent de façon informelle et de ceux qui ont même acquis, n'est-ce pas, un diplôme? Et pour acquérir ce diplôme, quel est le parcours type qu'il faut suivre en réalité? Ok, je vais élever l'équivoque. Les mécaniciens dont vous faites allusion, aussi c'est une catégorie des mécaniciens. C'est une catégorie parce que en mécanique, il y a plusieurs catégories, mais je vais vous faire comprendre que nos mécaniciens qui sont dans le quartier, il faut qu'ils cherchent à se mettre à jour parce que le monde même a migré. Nous ne sommes plus maintenant dans le domaine de la mécanique, nous sommes dans le domaine de la mécanique, de la mécatronique, c'est-à-dire la mécanique assistée à l'électronique, et puis la mécanique et la chose, l'électronique embarquée. Avant, parce que moi je suis spécialiste de l'automobile et tracteur, c'est-à-dire je suis motoriste. Maintenant, avant, s'il y avait par exemple un problème au niveau du système de démarrage, on résolvait le problème par accusation, soit c'est la batterie qui n'est pas bonne, c'est les fils de bougie, et ainsi de suite, quoi. Actuellement, avec la mécatronique, on a un outil qu'on appelle OBD pour diagnostiquer. Vous branchez et puis ça vous donne les codes défauts. Vous interprétez les codes défauts et puis, vous voyez. Donc, il faut. Donc, ce que je dirais à ces mécaniciens, s'ils ne se mettent pas à jour, et puis le monde évolue. J'espère que le cabinet est satisfait. Bon. Moi, je vais rapidement placer ma petite question. Vous savez, quand on prend la formation technique, formation professionnelle, les gens font souvent l'amalgame. Alors moi, je voudrais que vous aidiez nos auditeurs, nos téléspectateurs à comprendre la différence qui peut exister entre les deux. Et surtout, quelles sont les véritables opportunités liées à ces deux formations, la technique et professionnelle? Merci pour la question. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on appelle la pyramide. Donc ici, au niveau de la formation professionnelle, c'est que tous les niveaux peuvent avoir une formation professionnelle. Quand on a les postes primaires et secondaires. Les postes primaires, c'est des gens qui ont étudié jusqu'en 6e année. Ils n'ont pas leur certificat d'études élémentaires, mais ils ont au moins une formation de 2 ans. C'est-à-dire qu'à la sortie de là-bas, ils peuvent exercer un métier. Soit ceux qui font la vitrerie, la menuiserie en aluminium, mécanique, chose moto, et puis la plomberie. Il y a leur catégorie, la maçonnerie. Quand ils sortent, ils ont un certificat qu'on appelle le CQP. C'est le certificat de qualification professionnelle. Il y a des gens aussi, il y a une autre catégorie, ceux qui étudient jusqu'en 10e année ne parviennent pas à décrocher le brevet. Ça, c'est le poste secondaire. Donc, ils suivent les formations aussi de 9 mois jusqu'à 2 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, eux aussi, ils ont le CQP, mais niveau 2. Maintenant, tout ça, c'est la formation professionnelle. C'est-à-dire, ils ont une profession, soit c'est des mécaniciens, c'est des restaurateurs, et ainsi de suite. Maintenant, quand on vient, les gens qui parviennent à décrocher le brevet, le BEPC, eux, ils ont le niveau CAP, c'est ce qu'on appelle le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Eux, c'est des ouvriers qualifiés. Ils ont un cycle de formation de 2 à 3 ans, selon l'option. Donc, tout ceci, ça, c'est la formation professionnelle. Maintenant, à partir du moment que l'apprenant va jusqu'au niveau du bac, il ne parvient pas à décrocher le bac, mais il a fait la terminale, il a le programme de terminale. Lui, il peut s'inscrire. Quand il suit une formation de 3 ans, il a le niveau BT. C'est-à-dire, lui, c'est un technicien. Le BT, c'est le brevet de technicien. Maintenant, ça, c'est l'enseignement technique. En ce moment, il est dans... il est sorti dans la case maintenant des ouvriers qualifiés, mais il est débutant au niveau de la technique. Maintenant, ceux qui vont décrocher le baccalauréat,
Maintenant, eux, ils ont le BTS. Le BTS, c'est-à-dire, ça c'est le brevet de technicien supérieur. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, eux, c'est des techniciens. Ils ont fait une formation technique. Bien. Maintenant, de là-bas, maintenant, on part maintenant à l'université. Parce que toujours les gens confondent. C'est pas au niveau seulement de l'enseignement technique qu'on va parler. Même à l'université, il y a l'enseignement technique. C'est qu'il faut à l'Institut Polytechnique. Génie électrique, génie mécanique, et ainsi de suite. C'est des ingénieurs qui doivent venir travailler avec les aides-ingénieurs qui ont le niveau BT, BTS, SOY. Ces aides-ingénieurs travaillent avec les ouvriers qualifiés, ainsi de suite, jusqu'au niveau de CQP. C'est bien structuré. Est-ce que vous voyez? Donc, on va lever l'équivoque. C'est ça un peu. Oui, c'est très bien dit. Et je rappelle que l'émission, elle est interactive. Les auditeurs aussi peuvent nous appeler sur le numéro du standard pour participer à l'émission, ou en tout cas pour poser des questions à notre invité. Le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Alors, nous allons toujours continuer avec les questions pour que notre invité nous aide, en tout cas, à éclairer notre religion par rapport à l'enseignement professionnel et technique. Parce que le plus souvent en Guinée, on a tendance à minimiser ce secteur-là. On se dit, ben voilà, moi je veux aller jusqu'à l'université et aller vers une école professionnelle, aller vers une école technique. Quelque part, c'est comme si c'était un échec scolaire ou un échec académique pour l'intéresser. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez à dire à ces gens-là pour les rassurer qu'il est fondamental qu'on parte vers l'enseignement professionnel et technique? Ok, merci. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bessia. Merci d'être venu, nous vous écoutons. Je voudrais remercier vos invités. D'accord. Par rapport à la simplicité, n'est-ce pas, de ces explications. Merci. Nous, les profanes, on ne savait pas que cette profession était comme ça. Oui. Pour nous, au début, on le disait, pour aller, n'est-ce pas, mécanique, il fallait avoir 15 années d'expérience. Oui. Tu arrives dans le métier. Une fois que tu rentres dans le métier, il faut, n'est-ce pas, faire 15 ans pour acquérir, n'est-ce pas, l'expérience professionnelle. Oui. Donc, maintenant que toutes les explications saines sont dans le monsieur, cela ne va pas du tout décourager maintenant les gens à se diriger vers ce métier. Oui. En plus de cela, je voudrais remercier, n'est-ce pas, les assistants qui sont auprès de vous. Merci. Pour animer cette émission. En tout cas, je vous encourage dans cette émission. Merci bien. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Alors, nous revenons à M. Camara. Oui, on vous félicite dans cette émission pour... ok, merci. C'est notre devoir aussi de contribuer. Donc, vous avez parlé de ça, mais l'idée que vous venez de donner, je pense bien, ça, c'est un peu révolu. L'enseignement technique n'est pas présenté. Je vais vous donner quelques exemples. Comme l'année dernière au CRP de Matoto, les enfants ont postulé pour s'inscrire, faire les 6 filières à Matoto. Non, 7 filières, il y a l'électricité industrielle, il y a l'électricité bâtiment, la chaudronnerie, la mécanique, la plomberie et ici il y a la menuiserie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ils ont posté plus de 1300 et quelques candidats. Mais, quand les résultats sont sortis, on avait que, je crois, moins de 200 personnes. Donc, ça veut dire, regardez la demande et l'offre. L'écart est grand. Donc, l'enseignement technique n'est pas à présenter aux gens. Les gens connaissent maintenant l'importance de l'enseignement. Peut-être autrefois, c'était les laisser pour compte de l'enseignement préuniversitaire et qui venait chez nous. Mais actuellement, les enfants même connaissent l'importance, mais c'est que tout ce qu'on demande, il faut que nous ayons au maximum d'infrastructures pour répondre aux besoins de tous ces enfants. C'est un cas que j'ai pris sur eux, plusieurs cas. Ça, c'est le cas de CP Matoto. ENAM a sa réalité, les autres écoles aussi. Donc, ici, on n'a pas à présenter l'enseignement technique maintenant aux gens. On le connaît déjà.
Ok, ça c'est très bien dit. D'ailleurs, un pays en refondation a vraiment besoin quand même de ce secteur. Hein? Ben, qu'est-ce qui te fait sourire là? Voilà, on passe à chèque. Moi, en fait, je suis très content de M. Camara. Mais ce que je voulais dire, il faut donner un grand coup de boutoir à tout ça. Oui. En fait, ce n'est pas la vision là que moi j'ai de l'enseignement technique. Normalement, ce sont les meilleurs qui doivent aller à l'enseignement technique. Dans les conditions normales, oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance à un moment donné de côtoyer des gens qui ont fait le lycée technique, le collège technique, dans les autres pays. Il y a des gens qui ont un bac technique, un baccalauréat technique. Donc, du coup, ce n'est pas... On doit donner beaucoup plus d'espace à l'enseignement technique et prendre les enfants depuis la 7e année. C'est-à-dire, je suis contre le fait qu'à un moment donné, lorsqu'on fait un examen d'entrée en 7e, qu'on me dise qu'il y a 30% d'admis, 40% d'admis. Normalement, tout le monde, tous ceux qui savent écrire, lire, doivent être libérés, de telle sorte qu'on filtre ceux qui doivent aller à l'enseignement général, vont à l'enseignement général. Ceux qui sont aptes pour faire l'enseignement technique, vont à l'enseignement technique. Et à partir de la 7e année, qu'on dise carrément que c'est un collège technique. Les leçons à réciter, basta. C'est-à-dire, on les apprend réellement à aller vers un métier, vers une profession, qu'ils deviennent des professionnels. C'est-à-dire 7e, 8e, 9e, 10e, qu'ils fassent un brevet technique. Tout à fait. On est d'accord? Après, 11e, 12e terminal, qu'ils fassent un bac technique. Ainsi, ils intègrent le Polytechnique, l'Institut Polytechnique, n'est-ce pas? Donc ça, on prépare de vrais ingénieurs. Mais on te capte en terminale, la tête bourrée de philosophie, de tout ce qu'on ne dit pas, et puis on veut que tu deviennes un ingénieur capé. C'est très compliqué. Donc moi, je préfère qu'il y ait carrément une administration totale comme le MEPUA, que l'enseignement technique ait des infrastructures, comme il le dit, des écoles, carrément, et qu'ils récupèrent les enfants à partir de la 7e année. On monte avec eux pour avoir des ingénieurs calés. Une belle touche contributive de la part de M. Keita, M. Cheikh. Oh là là, t'as vu toi là c'est mon oncle. Hein. Alors l'émission elle est interactive. Les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 pour poser des questions à notre invité ou pour des petites contributions. Alors, Monsieur Keita Kabinet, avez-vous une question? Je sais que vous avez tellement de questions, ça ne finit pas avec vous. Voilà. J'emboîte le pas à monsieur Traoré, mon neveu, et disons à l'auditeur qui a appelé avec fierté, bien sûr, qui a appelé tout à l'heure pour féliciter monsieur Soronabile Kamara. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que j'ai rencontré un monsieur dès après l'examen de sortie de 2025, sur lequel examen d'ailleurs nous reviendrons tout à l'heure. Mais on nous a dit que à l'enseignement technique, c'est au moins 80 ou 90% de pratique, n'est-ce pas? Donc moi, je veux savoir aujourd'hui, globalement, c'est quoi la situation de nos écoles techniques et professionnelles et c'est quoi la disponibilité des matériels, n'est-ce pas, pour la formation pratique? Parce que les langues se délient, beaucoup d'élèves se plaignent. Il paraît que, disons, dans les écoles, la situation n'est pas trop réglée. Mais qui de légitime que vous pour nous dire c'est quoi réellement la situation? Ok, je vous remercie. Ça, la question là, je m'attendais à cette question. Maintenant, par rapport à ça, je vais vous parler d'abord des approches qui se trouvaient dans des écoles. Avant, on évoluait avec l'approche PPO, c'est-à-dire la pédagogie par objectif. C'est-à-dire, là-bas, c'est le maître qui enseigne, les apprenants suivent. Mais on a changé le paradigme maintenant, c'est l'approche par compétence, c'est-à-dire c'est l'apprenant qui est au centre de l'apprentissage. Donc, c'est une méthode quand même qui est très, très exigeante et qui demande beaucoup la matière d'œuvre. Donc, les écoles, je dis quand même de 2022 jusqu'à maintenant, là, les écoles, il y a une amélioration. Certes, les efforts ont été faits, surtout sur le plan des équipements. Mais on est confronté au problème de la matière d'œuvre, c'est-à-dire les consommables.
la matière de... Quand vous prenez la plomberie, ils ont besoin des tuyaux, des puits, ainsi de suite. La quantité qui viennent, juste maintenant, est insuffisante par rapport au nombre d'apprenants. C'est ce que vous allez voir, au lieu qu'autour d'un poste de travail, qu'un seul apprenant réalise une œuvre, on est obligé de les mettre en groupe, alors que l'évaluation en APC est individuelle. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que, comme vous le dites, là-bas même, il n'y a pas de théorie. Parce qu'il y a une différence entre théorie et la connaissance pratique. C'est-à-dire la connaissance, là-bas, nous faisons la pratique et la connaissance pratique. La pratique, ça, c'est le savoir-faire. L'habileté. L'habileté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, mais la connaissance pratique, c'est les moyens qui nous permettent de faire. Est-ce que vous voyez? C'est comme si on prend en mécanique, quand je définis le boulon, on dit que, si c'est la théorie, on dit qu'il sert à assembler deux pièces de même nature ou bien de nature différente par serrage. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le boulon. Ça, c'est théorie sur le boulon. Mais nous, si vous pouvez donner une connaissance pratique sur le boulon, on va trouver le sens de serrage et le desserrage. On dit le sens de serrage, c'est le sens horaire. Le sens de desserrage, c'est le sens anti-horaire. Connaissance pratique. L'apprenant prend maintenant, il connaît comment serrer. C'est le sens horaire. Il commence à serrer dans le sens horaire. Le sens... Maintenant, chez nous, c'est 20% de connaissances pratiques et puis 80% de pratique. Les équipements sont là. Dans certaines filières, les équipements sont là. Mais par rapport à l'effectif, là, on a de sérieux problèmes. À quoi est due la baisse de l'effectif? La baisse de l'effectif, surtout dans ces derniers temps, depuis que l'État guinéen a commencé à payer aussi des apprenants, ça c'est... L'effectif a diminué. Parce que l'année là... il y a une filière maintenance véhicules légers où on a eu 12 apprenants. 12 sur toute l'étendue du territoire ou non, à Mato. Dans la seule école Oui. Il y a eu 12 apprenants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, sur combien? Parce que les enfants ratent le brevet, ils ratent maintenant... Les enfants ratent le brevet, ratent le bac et puis ils n'ont pas où aller. Maintenant, leur espoir aussi, c'est chez nous et puis ça... vous voyez ce que ça fait? Oui, bien sûr. Alors, l'émission, elle est interactive. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67 pour prendre part à l'émission. Oui, cabinet. Alors, le professeur, je voudrais aussi savoir... est-ce qu'aujourd'hui, dans l'enseignement technique et professionnel, parce qu'on parle il a parlé de pédagogie, notamment de l'approche par compétence. Donc, je veux savoir un peu comment est-ce que se font, parce qu'il a un peu expliqué les évaluations, mais je veux qu'on aille un peu plus en profondeur, c'est-à-dire l'acquisition des notes, comment est-ce que vous faites, parce que chez nous, à l'enseignement préuniversitaire, voilà, nous, à chaque mois, par exemple, nous évaluons après par trimestre, etc., ou par semestre, notamment au secondaire. Donc, chez vous, comment est-ce que vous faites les évaluations? Comment est-ce qu'on calcule les notes? Est-ce qu'il y a donc des matières coefficientées? Les cours du bureau du prof sont bien assimilés. Je comprends, je suis passé par là, mais j'ai donné plus de combien d'années de cours de physique dans des lycées et puis avant d'intégrer la fonction publique. Maintenant, chez nous, nous évaluons d'abord deux choses sur l'apprenant, c'est-à-dire on évalue son savoir-faire et son savoir-être. Maintenant, si l'évaluation, comment l'évaluation se passe chez nous, ici on a deux choses, soit tu évalues le produit ou le processus. Le processus, ce sont des étapes qui aboutissent à un produit. Donc, il y a certains... Par exemple, moi, si je dois évaluer, j'évalue le processus. C'est-à-dire, quand je dis à un apprenant de changer une plaquette de frein, par exemple, le processus d'abord, il y a des étapes. Il faut d'abord immobiliser le véhicule, il faut venir... et desserrer les goujons, il faut le mettre, jusqu'à ce que vous retirez les pneus, vous enlevez les plaquettes, vous regardez si c'est usé. Tout ça, là, c'est le processus. Mais certains
formateur, ça c'est le choix. Il dit de changer les plaquettes et puis l'apprenant, il vient, quand il finit de monter les plaquettes, on vérifie si l'objectif est atteint, on note. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu différent de l'enseignement préuniversitaire. Nous, c'est l'apprenant qui est au centre de l'apprentissage. Est-ce que nous devenons modérateurs, guides, facilitateurs, ainsi de suite, quoi. Monsieur Camara, est-ce que parfois, en tant que formateur, vous n'êtes pas confronté à des difficultés dans l'assimilation de vos apprenants quand on sait que la plupart de ceux-là qui sont orientés, la plupart de ceux-là qui vont vers les écoles techniques et professionnelles, ce soit des gens qui sont recalés au brevet d'études du premier cycle ou au baccalauréat. Est-ce que parfois, quand ils vont vers vous, il n'y a pas cette difficulté à faire passer les cours? Oui, surtout la première année, l'intégration est très, très, très difficile parce que ce que M. Cheikh vient de dire, ici, nous, on a vu les lycées classiques, les collèges classiques. Maintenant, toi, tu viens et puis on te parle de dessin technique. On te dit de présenter les différentes vues. Et on te parle des choses auxquelles tu t'attendais pas. Donc, tu as du mal si tu n'es pas encouragé. L'intégration serait très, très difficile. Ça, c'est clair. Dans certains cas, même d'autres même, si vous ne parvenez pas à développer au moins leur confiance en soi, leur dire que waouh, c'est que tu peux, vas-y, c'est très facile, c'est que ça va être. C'est pourquoi d'abord quand ils viennent, le premier module en première année, on appelle ça métier et formation. Donc un professeur viendra sous forme de coach. Toi tu as choisi la menuiserie, il va te dire c'est quoi la menuiserie. Après la menuiserie ici, qu'est-ce que tu peux faire comme travail, où on peut t'embaucher, ainsi de suite. Donc tout ça là, c'est faciliter l'intégration. Sinon les difficultés, c'est énorme. Surtout, c'est pourquoi j'appelle franchement l'État de regarder à ce sens. C'est-à-dire de nous trouver les collèges techniques à défaut des lycées techniques. Ou bien s'il n'y a pas de lycée technique, qui nous trouve une quatrième option qu'on appelle 11e sciences techniques, 12e sciences techniques, tu passes le bac technique. Pour que quand nous recevons des enfants, il y a des choses, les B.A.B.A. au moins, qui viennent avec ça. Ça va nous faciliter. D'où la nécessité des lycées techniques. Évidemment. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, cabinet. Et je rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro le 629 95 67 2 fois. Oui, cabinet, vas-y. Alors, remerciement renouvelé donc à l'endroit de notre brillant professeur. Et encore quelques mots sur, disons, la qualité de l'enseignement chez vous. Est-ce que vous avez une idée de la marge d'élèves sortant de vos différentes écoles qui tout de suite se professionnalisent dans la vie courante? Est-ce que, parce que nous connaissons aussi de ces apprenants qui sortent, mais évidemment qui ne peuvent pas vous régler justement un problème lié aux freins. Donc est-ce que vous avez une idée de ceux qui s'intègrent très facilement? Est-ce que la marge est plutôt satisfaisante ou bien il y a encore beaucoup plus d'efforts à faire, notamment dans l'intégration de vos sortants? Ok. Là, nos partenaires aussi sont mieux placés parce que souvent des entreprises nous font des retours. Donc beaucoup d'entreprises quand même, ils apprécient certaines filières telles que les BTP, les génies et ainsi de suite, quand ils nous font des retours. Mais ce que nous apprenons, ce que nous enseignons à nos apprenants, c'est que c'est de se prendre en charge. Parce que nous développons la culture entrepreneuriale. Parce que chez nous, maintenant, l'enseignement technique, la vocation, ce n'est plus de servir maintenant des travailleurs. Nous formons maintenant des créateurs même de travail, c'est-à-dire les employeurs. Ce n'est plus les employeurs. Ce n'est plus maintenant les employés que nous formons, mais c'est les employeurs. Donc, des entreprises nous appellent. Mais je sais encore qu'il y a certaines formations, il y a certains programmes qui ne répondent pas aux besoins de certaines entreprises. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand on prend dans le domaine de la mécanique et l'électronique embarquée, maintenant vous voyez même il y a
certains qui ont pris le marché là en otage. Quand ton véhicule est codé, il faut aller les voir pour décoder. Est-ce que vous voyez? Donc quand on envoie nos apprenants là-bas, et ils s'intègrent difficilement au départ, mais vous savez, avec la technique, avec la répétition chaque fois, et puis sinon, est-ce que vous pouvez aussi nous présenter globalement le panorama, disons, des filières de métiers qu'on peut évidemment apprendre dans nos écoles. Parce que beaucoup de choses se disent aussi à ce niveau. Il paraît qu'il y a certaines filières où il n'y a pas de professeurs très compétents. Il paraît que d'ailleurs c'est très difficile de les faire parce que. Donc présentez-nous globalement ces offres de formation. Non, ça c'est inhérent à la vie, c'est que les filières sont énormes en fonction de besoins. Même à la sortie de notre studio, il y a une filière qui peut disparaître et il y a naissance d'une autre filière. Non, à l'état actuel des choses. Maintenant, actuellement, là, il faut qu'on fasse face aux services programmés. Je sais qu'on a, je crois, 70 programmes. Les filières de formation qui sont réparties maintenant entre les secteurs d'activité primaire, secondaire et tertiaire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous voyez la demande au niveau des mines, il y a de nouveaux métiers. Au niveau de la presse, il y a de nouveaux métiers. Avant, vos caméramans, ils montaient sur des échelles pour aller filmer. Aujourd'hui, c'est des drones. C'est les drones, Et si vous regardez les programmes de l'an 2000 jusqu'à 2010, il n'y avait pas de drones. Mais actuellement, si vous partez à l'École nationale de la télécommunication de Djipé, maintenant, les drones sont intégrés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a certains qui naissent, d'autres meurent. Mais il y a un service spécial pour ça, qu'on appelle service de programme. Ils sont mieux placés pour parler du programme. Ok, c'est bien. Oui, monsieur Cheikh. Je veux renchérir sur ce que M. Kamara a dit. En fait, à un moment donné, il faut que les gens sortent de leur coquille et qu'on cesse de regarder derrière. Qu'on regarde devant, qu'on prenne le temps de réfléchir, d'analyser et d'aller vers des solutions tangibles. On a des entreprises qui viennent de s'installer en Guinée, mais c'est très simple. Il faut aller vers ces entreprises, leur demander quel profil de travail ils veulent, quel genre d'ingénieur, quel genre de technicien ils veulent, et venir intégrer ça dans un programme de formation et former les gens. C'est-à-dire, la formation dans un pays doit répondre au contexte du pays. On est d'accord. On a besoin des gens qui ont un savoir-faire et un savoir-être. On a besoin des gens qui ont un savoir-faire et surtout un savoir-agir. On est d'accord. L'habilité. C'est-à-dire l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement technique, les deux sont complémentaires mais évoluent de manière séparée, ce qui fait qu'il y a des manquants à chaque niveau. L'enseignement préuniversitaire nous envoie des gens à l'enseignement supérieur qui sortent bourré de théorie, mais pratique zéro. On est d'accord. Ils se font appeler ingénieurs de conception. Mais il faut les voir sur le terrain pour savoir que ce n'est pas ça. L'enseignement technique nous forme des gens qui sont très forts dans l'habileté, mais qui à un moment donné sont complexés devant des ingénieurs sortant de Gamal qui... Quand tu les vois parler, tu penses qu'ils ont toute la maîtrise qu'il faut, mais en pratique, ça ne va pas. Et les deux ne peuvent pas s'associer pour donner quelque chose de tangible. Donc, on a un sérieux problème. Il faut qu'on repense à notre système éducatif du début jusqu'à la fin et que ça puisse aller. Je crois que c'est très bien dit. Donc, Monsieur Kamara, on ne va pas vous lâcher. Voilà. Donc, toujours l'enseignement technique et professionnel. Au-delà des difficultés que les apprenants rencontrent, quel est l'appel aujourd'hui que vous avez à lancer à l'endroit des autorités pour accompagner véritablement ce secteur-là? Parce que c'est comme s'il y a un désintéressement vis-à-vis de ce secteur. Voilà. Maintenant, l'appel que je dois lancer précisément au ministère de la fonction publique, ils n'ont qu'à regarder leur manière de recruter. N'est pas enseignant qui le veut. Quand même. C'est qui le peut. Oui. C'est-à-dire, recruter des jeunes Guinéens en Guinée, travailler en Guinée, c'est très bon. Mais on ne doit pas nous envoyer n'importe qui à l'enseignement technique. Même à l'enseignement préuniversitaire. Non, surtout, comme je suis dans ce domaine, je connais les réalités de ce domaine. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en technique,
quand il y a une erreur seulement, c'est catastrophique. Donc, mais nous avions des gens, ils ont fini des études, et puis il y a appel d'offres, ils déposent, on les recrute, mais réellement, ce sur quoi on s'attend d'eux, franchement, il n'y a pas. Maintenant, les professeurs aussi qui sont recrutés, qui ont, comme ce que M. Cheikh vient de dire, qui sont sortis des instituts polytechniques ou bien des formations techniques de l'université, et qui n'ont pas l'habilité. On les envoie, c'est pour suivre des formations pédagogiques et non des formations disciplinaires. Il faut que l'État pense à ça aussi. On a une école normale de professeurs de l'enseignement technique qui fait beaucoup d'efforts, mais beaucoup en pédagogie. Alors que nous avons besoin aussi des professeurs dans le domaine disciplinaire. Si tu es ingénieur génie civil, il faut qu'on vous apprenne maintenant comment faire la fondation, ainsi de suite, quoi. Donc, il faut aussi que ces gens, l'État met aussi l'effort pour que ces gens-là puissent... Tout à fait, C'est très bien dit. Et alors, si c'est maintenant que vous prenez le train en marche, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission éducative, le Bureau du Prof, l'émission qui vous offre la possibilité de plonger dans les méandres des réalités de l'école de la République. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la place de l'enseignement technique et professionnel dans le système éducatif. Et comme invité, M. Kamara Nabilaye, pour en parler. Et M. Keita, rapidement, parce que bientôt la page... Avant l'autre question liée donc, à l'examen de sortie, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, est-ce que beaucoup de filles, quelle est la proportion, en tout cas, comment est-ce que vous pouvez estimer, disons, la participation des filles ou à l'inscription des filles dans vos différentes filières? C'est que c'est un problème de choix. Il y a de ces métiers qu'on qualifie métiers de filles. Quand vous partez dans les écoles où on donne la santé, vous verrez beaucoup plus de filles que les hommes. Secrétariat, ainsi de suite. Mais quand on vient à la maçonnerie, à la menuiserie, vous allez voir juste 5% de l'effectif seulement qui représente les filles. Mais ces filles-là aussi ont la chance, dès qu'elles finissent, elles sont intégrées. En mécanique, vous avez déjà formé plusieurs filles. Même cette année, la première de la République, c'est une fille. Ah ouais, c'est bien ça. Donc, à maintenance véhicule léger. Actuellement même... elle est en train de travailler sur le premier véhicule guinéen. Ah oui, Made in Guinée. Made in Guinée, c'est nous qui avons travaillé sur ça. Ah, c'est bien. C'est nous qui avons travaillé sur ça. Et l'enseignement technique, c'est illustré là-bas. Donc, la fille, elle est là-bas. Félicitations. Donc, la fille, et par le nombre de filles dans les filières de formation, ça dépend maintenant du choix. Il y a certains secteurs, elles sont représentés. D'autres, non. D'accord. C'est très bien dit, c'est tellement intéressant ce que M. Kamara est en train de développer comme argumentaire que ça nous accroche. Mais nous allons marquer une petite pause pour nous permettre de prendre quelques bouffées d'oxygène et revenir avec beaucoup plus d'énergie et surtout laisser aussi la page publicitaire de couler. À tout à l'heure. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue,
immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible. Nous revenons de plein pied dans le bureau du prof pour toujours continuer à savourer ces explications de notre invité. Et comme vous le savez, l'émission elle est interactive. Les auditeurs, les téléspectateurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 67 pour pouvoir participer à l'émission ou en tout cas contribuer, poser des questions à notre invité. Alors, avant de distribuer la parole à mes deux chroniqueurs, je vais placer cette petite question à l'endroit de notre invité. Nous sommes aujourd'hui, on le dit très souvent, on ne cesse de le répéter, nous sommes en refondation et il y a ce vaste projet, ce projet gigantesque dont on parle très souvent, Simandou 2040. Alors, quelle est aujourd'hui l'importance de l'enseignement technique qui peut vraiment booster ce projet? Parce que ceux-là qui sortent de ce secteur-là, l'enseignement professionnel, je crois qu'ils peuvent être utiles à ce projet. Mais si la formation n'est pas véritablement menée, la formation n'est pas pointue, je pense qu'on va procéder à importer des experts étrangers et cela est dommageable aux filles et fils du pays. Monsieur l'invité, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Ok, merci. Le projet Simandou 2040, c'est un bon projet. De passage même, je remercie le visionnaire président, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision. Donc, quand un leader a une vision, il a besoin d'une équipe compétente pour matérialiser la vision. La vision, c'est pour le leader, mais l'exécution, c'est l'équipe. Maintenant, le projet Simandou, lorsqu'on ne cherche pas à pointer nos formations vers Simandou, c'est que les autres quand même sont en train de former. N'oubliez pas que nous sommes dans l'intégration, c'est ça que vous dites, non? L'intégration africaine. Donc ça veut dire que les Maliens peuvent venir travailler en Guinée. Donc si nous, on ne dirige pas nos projets, nos formations vers cette exploitation, mais les autres sont en train de le faire. Ils viendront maintenant, peut-être nous serons des techniciens de surface ou bien des gardiens et on ne souhaite pas. Mais quand même, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts parce que la dernière fois, nous étions dans
j'ai noté de la place pour l'harmonisation des programmes. Parce que c'est qu'à l'interne, ça c'est des difficultés de l'enseignement technique. Je vais vous dire ça. Maintenant, par exemple, tu peux prendre à l'ENAM, il y a la filière électromécanique. Vous partez la même filière dans une autre école, mais cette fois-ci privée. Mais les contenus ne sont pas les mêmes. Alors que tous les deux produits là doivent aller compétir, aller travailler sur le même marché de travail. Ils n'ont pas les mêmes formations. Donc, l'État a cherché à harmoniser. Ils sont en train d'harmoniser. Ce jour-là même, j'ai été très touché lors du passage de patronat. Ils ont parlé et aussi le ministère de la Pêche. Je crois le secrétaire général, il a pris la parole. Il dit dans le secteur de la pêche, seulement 20% des Guinéens travaillent. Les 80% c'est la main d'œuvre étrangère. Maintenant, parce que là-bas, eux, il faut maintenant la pêche par la géolocalisation, les GPS. Nous, jusqu'à présent, on fait une pêche rudimentaire. Comment on peut être compétitif? Ça peut... Donc, c'est pourquoi c'est quelle formation pour quelle vision. On a la vision. Simandou. Maintenant, on doit encore orienter la formation pour cette vision. Si c'est au niveau de l'exploitation des carrières, on doit faire des formations par rapport à ça. La ligne ferroviaire, on doit former par rapport à ça. Connaître combien de personnes pour un laps de temps que nous allons former. Parce que quand on finit de mettre les rails, donc d'autres encore, il y a l'entretien de la voie qui continue. Mais après ça, il faut d'abord que le service du programme travail tienne compte des réalités. Parce que quand ça réussit, c'est eux, le service de développement de programme. C'est très intéressant. Et oui, monsieur Cheikh, allez-y. Moi, je suis sidéré. Au fait, au moment où les gens sont en train de revoir le curriculum, à dire X égale à VT plus X0, on étudie jusqu'à présent des équations qui datent de Mathusalem, les autres sont en train d'aller de l'avant. Et comme qu'il vient de le dire, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes dans une zone, CEDEAO, où les gens sont libres de circuler. Si nous, jusqu'à présent, on bloque Gamal, on exige 15, 14, 16 de moyenne, avec des sujets de bac qui sont donnés de manière catastrophique, on empêche les enfants d'avoir les moyens qu'il faut, et des très bons enfants, on laisse l'avantage à d'autres pays de nous donner des gens qui ont suivi une formation correcte et qui ne sont pas plus intelligents que nos enfants. Donc du coup, avec des mesquineries de bio, on empêche les enfants ici, on bloque nos enfants. Au moment où les autres sont en train de faire des 95-96% au bac, fournir les universités pour former les enfants très vite, nous on bloque les gens avec des cases 4%, 5%, 10% d'admis et nos universités sont vides pour que les étrangers viennent étudier. Simandou, comme il l'a dit, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention. Donc c'est le moment de s'asseoir, de laisser les trucs inutiles, d'aller de manière verticale vers une solution pour que nos enfants, dans 2 ans, 3 ans, puissent travailler réellement dans Simandou avec les compétences qu'il faut. Tout à fait. Voilà. Très bien dit. Oui, monsieur Kabi. Quelque chose m'a intéressé dans le profil de Sokonabil Lay, qui a suivi une formation au pays du soleil levant, au Japon. Donc, cela pose aujourd'hui la problématique du renouvellement, même du personnel enseignant dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Parce que... Cabinet, pas personnel enseignant seulement. Non, j'y viens. Enseignant seulement. J'y viens. Voilà. Je veux d'abord toucher ce pan du problème. Est-ce qu'à l'enseignement technique et professionnel, il y a de la formation continue assurée, n'est-ce pas, pour le personnel enseignant, et quelle est aussi la place qu'on donne justement à certains apprenants qui voudraient se perfectionner, disons, dans les pays qui ont une large expérience en matière technique et professionnelle? Ok, au niveau de la formation continue, ça existe bien. Il y a un bureau spécialisé pour ça. Chaque année, on prend certains professeurs, soit ils partent à l'étranger se former, ou bien on a aussi notre institut ici qui forme des formateurs. Mais le problème ne se situe pas là-bas, mais c'est le profil du formateur. C'est le profil du formateur. C'est surtout ça. C'est-à-dire, avant qu'il soit intégré d'abord,
il y a des critères auxquels on doit se baser. Il faut recruter les fonctionnaires, c'est bon. Mais de façon spécifique, il faut recruter dans l'enseignement. Parce que nous avons, regardez, ces filières aujourd'hui, en enseignement technique, si ce n'est pas les apprenants de cette filière, c'est qu'on ne peut pas en trouver. Par exemple, la plomberie, il n'y a aucune université en Guinée qui enseigne la plomberie. Il n'y a aucune université en Guinée ici qui enseigne la maçonnerie. Il y a des filières comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Les murs de là-bas, il faut les homologuer, les former, et puis encore les laisser sur le terrain. Sinon, il y a de ces filières, ils finiront par se fermer. Ils finiront par se fermer par faute de professeurs. Maintenant, au niveau des apprenants, toujours vous parlez de la formation continue, c'est le moment de profiter aussi, de dire au ministère de regarder le problème de passerelle. Effectivement. Le problème de passerelle, c'est-à-dire, si les passerelles sont respectées, et un enfant qui a fait le CAP, il peut aller au niveau de BT, BTS, jusqu'à l'université sans faire le bac. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire en suivant graduellement... Oui, il y a les passerelles internes et externes. Qu'est-ce qu'on appelle passerelle? C'est le fait de passer de l'enseignement technique à l'enseignement supérieur, sans passer par le bac. Oui, il y a par le exemple, passerelle interne aussi. Passerelle interne, on peut passer, c'est-à-dire quand tu as d'un niveau à un autre niveau, tu peux passer lorsque tu développes les capacités, la compétence nécessaire pour aller de l'autre côté. Donc il n'est pas forcé de faire le bac pour accéder à l'université, n'est-ce pas, M. Kamara? Oui. Voilà. Alors, oui, voilà. Tu vas permettre, donc, quand on prend toujours ce secteur-là, tout de suite, vous avez parlé, par exemple, de la première de la République. Et moi, je pense qu'il est aussi normal, comme au préuniversitaire, encourager l'excellence. En quoi faisant? En leur offrant, par exemple, des bourses pour aller se perfectionner ailleurs. Est-ce que ça existe chez vous? Oui, ça existe. L'année dernière... Service SNAB, Service National de Bourse, avait octroyé 50 places cette année aussi, 50 places pour le Maroc. Nos étudiants, ils partent là-bas régulièrement, ils viennent et puis eux, ils nous appuient beaucoup. Parfait. Oui, parce que ça aussi, ça peut être un levier accélérateur dans le domaine. Hein? Voilà. Évidemment. Voilà, je sais que M. Kamara, M. Nessor Nabila est un fonctionnaire et il parle avec prudence, on est d'accord. Et nous apprécions vraiment la façon dont il aborde l'ensemble de ces problématiques, dont il fait des plaidoyers avec assez de subtilité. Vraiment, c'est très bien. Mais il faut qu'on parle aussi de l'examen de sortie. Parce qu'avec M. Alpha Bakar Ba, l'ancien ministre évidemment de ce domaine, qui avait apporté une certaine touche particulière avec Parcours Pro, voilà, etc. Nous avons compris tout de suite... Et c'est à son temps aussi qu'il y a eu les PQ, les bourses là. Voilà, nous avons compris qu'il y avait une certaine volonté de transformer ce secteur et de créer, disons... cette attirance-là, d'accord? Mais parlons de l'examen de sortie session 2025. Alors, que s'est-il réellement passé? Sans langue de bois, M. Nabilaï, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, dont nous avons connaissance, mais dont on peut qualifier de fiasco. Aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment vous pouvez dire de cet examen de sortie? Bien avant que M. Kamara ne place son élément de réponse, on va rappeler le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 67. Les auditeurs, les téléspectateurs peuvent appeler pour leur touche contributive ou en tout cas poser des questions à notre invité, M. Nabilaï Kamara. Alors, allez-y. Par rapport à l'examen de sortie, si je dois donner la réponse, je donnerai la réponse en tant que formateur. C'est-à-dire, c'est la partie de l'iceberg qui est en face de nous. C'est là-bas que j'observe. Mais il y a un service compétent aussi, surtout le service examen, et ils sont mieux placés. Maintenant, ce que je dirais au niveau des examens de sortie 2025, il y a eu quelques ratés, Il faut que Parcours Pro prenne compte de ces ratés. Parce qu'il y a des apprenants qui ne sont jamais venus à l'école du début du cycle jusqu'à la fin. Et puis ils sont à Madine en train de vendre. On dit, quand le résultat sort, ils sont admis sans qu'ils ne fassent l'examen. Par contre, il y a d'autres aussi qui se sont inscrits. Ils ont
leur INA, c'est-à-dire l'identifiant national de l'apprenant, ils ont suivi les 3 ans ou bien les 2 ans avec nous. Ils ont leur note, tout est évalué. Maintenant, Parcours Pro n'a pas amené leur PV. Donc, ils sont d'office redoublants. Je ne sais pas quel va être leur sort. Donc, c'est une injustice, ça. Maintenant, ici, donc Parcours Pro, franchement, service numérique du ministère n'a qu'à revoir ce côté-là. Voilà. Oui, parce que nous, avec les apprenants, comme déjà ils sont payés, ils sont on les donne les bourses d'entretien. Est-ce que vous voyez? Donc nous contrôlons leur présence. Parce que c'est l'une des exigences de l'APC. Il faut d'abord se rendre compte de la présence effective des apprenants. Nous faisons ça par matière, par module, par professeur. Du premier jusqu'au dernier jour. Et de la première année jusqu'à la fin du cycle. Maintenant, il a des notes, Mais Parcours Pro, c'est pas... Et puis, si c'est l'enfant qui... Quand même, ils n'ont pas leur PV. Ils sont nombreux. De 0 Corée à Conakry, ils sont nombreux. Donc, franchement, s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à revoir le cas des apprenants comme ça. Moi-même, dans ma classe où j'enseigne, il y a des cas. Des fois, je ne peux pas regarder l'enfant en face pour lui dire que il n'a qu'à prendre son mal en patience et revenir l'année à venir. Mais je pense que là, c'est une injustice à réparer. L'enfant est dans son droit. Il peut écrire au service examen pour que son problème soit résolu. Professeur Hassan, parce que pourquoi nous parlons de ce problème-là? Parce que, en fait, ce que nous avons vu cette année, nous sommes allés de report en report. Oui, et une mauvaise gestion, parce qu'il y a eu des cadres. Limogés imaginés à quelques mois, disons, de ces examens de sortie. Des cadres du service examen ont été limogés. Donc, tout le chef de service, son adjoint remplacé, et on a même délégué, disons, certaines prérogatives de ce service-là au service numérique. Donc, finalement, il y avait des INA qui étaient mélangés, des PV qui étaient mélangés. On a même changé certains centres à la veille, disons, de ces examens. Donc, comme vous le dites, il y a une véritable injustice. Cabinet, excuse-moi, ce que je veux savoir, les problèmes ont commencé. Lorsqu'on a limogé ces gens-là, ou bien c'est eux qui sont à la base de ces problèmes? Non, c'est-à-dire leur limogeage a ajouté beaucoup plus de problèmes dans l'organisation, parce que c'est eux qui maîtrisent, disons, le fichier et le processus. Donne-moi le temps, ça c'est général dans l'administration. Il faut que les gens cessent de gérer les services selon leur humeur. Ça c'est clair, hein? Je suis d'accord. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, je suis d'accord. Mais s'il est compétent, exactement. Et je te dis, je te parle en connaissance de cause. Je regarde notre caméra et je dis aux gens qui sont assis dans des bureaux, tête baissée, qui veulent faire tourner tout. Tu ne peux pas faire tout seul. Et ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la tête de l'autre que tu dois le dégager. Alors que les compétences qu'il a, tu ne les as pas. Évidemment. Donc ce qui s'est passé à l'enseignement technique n'est pas un cas isolé. Ça peut se passer à l'enseignement supérieur, ça peut se passer à l'enseignement préuniversitaire. D'ailleurs, ça se passe. Donc que les gens cessent de penser que les départements les appartiennent de droit, que c'est leur héritage. Ils n'ont qu'à laisser les gens travailler, ce qui peut faire bouger les choses. C'est ça la vérité. Et évidemment, parce que, disons, la situation qu'il a évoquée tout à l'heure, je vous assure, vous avez des apprenantes ou des apprenants, disons, en infirmerie, en sage-femme et autres là, mais des apprenants qui font même la pratique dans les hôpitaux. Donc, après l'examen de sortie, moi j'ai par exemple félicité quelqu'un d'avance. Je lui ai dit, mais félicitations. Parce que tu sais déjà qu'il a les compétences. Mais des applications mais il y a une remarque aussi mais à ça me donne faire. la possibilité surtout de vérifier. Parce que ce qu'on ne sait pas, il y a eu des copies qui ont disparu lors de la correction. Il y a même eu mélange de copies, disons, de matière. C'est-à-dire la commission de telle matière a retrouvé un bon lot de copies de l'autre matière, vice-versa. Donc franchement, nous on a même pensé que peut-être avec... c'est un sabotage. Voilà, franchement, on n'a rien compris. Et l'autre remarque à faire, si au pré-universitaire, le plus souvent le taux de réussite est à la baisse, mais le professionnel... Généralement, c'est 80% de réussite. C'est la pratique. C'est 90% de réussite. Qu'est-ce qui explique réellement ce succès-là, ce succès écrasant?
Le succès, là, c'est le fruit de très longue. Est-ce que parfois c'est réellement mérité, quoi? C'est mérité, c'est mérité. Parce que là, on passe toute l'année en train de faire le même travail. On travaille sur les mêmes organes. Quand on vient encore, on vous évalue sur ces mêmes organes. C'est pas parce que... Mais quand... au niveau de l'enseignement pré-universitaire, tu peux réviser sur... Pendant toute l'année, on t'envoie... un sujet en physique ou bien un truc là où tu ne peux pas t'en sortir. C'est ce qui est aussi mauvais. En fait, ce que je veux dire, il faut savoir comment évaluer, qui évaluer, quand l'évaluer. Et à l'enseignement technique, ce que j'aime là-bas, ce sont vraiment des techniciens. Ils te font travailler sur A, B, C. Ils t'évaluent sur B, mais C, c'est ça une évaluation. Ou A, C, B, ou A, B, C. C'est ça une évaluation. Mais c'est à l'enseignement préuniversitaire, on te fait travailler de A à B, on te donne un sujet qui te parle de Z. C'est dommage. Du coup, tu as un sérieux problème à comprendre. Tu as un sérieux problème à comprendre, n'est-ce pas? Toi, en tant que professeur, tu te dis, mais le sujet, ça vient d'où? Et l'enfant qui est là, il est non seulement sous l'effet de la surprise, il est limité dans le temps. Il est dans un milieu qui n'est pas son milieu normal, son milieu habituel. Il est parti dans une autre école. Il a l'anxiété, il est stressé. Et vous lui donnez un coup de massue sur la tête. Donc souvent, nos lauréats, ce sont des génies. On a les meilleurs élèves de l'Afrique. C'est ça la vérité. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans un programme qui laisse à désirer. Donc, il faut qu'on change nos programmes, qu'on fasse en sorte que les enfants qu'on a, qu'on les prépare pour que la Guinée ait des cadres. Quand on me dit qu'il n'y a pas de ressources, les ressources, c'est par-ci, c'est par-là. Pendant combien d'années, depuis combien d'années on a notre indépendance? Jusqu'à présent, ce sont les Russes qui enseignent à Gamal. Mais ça doit questionner les gens. Ceux qui sont passés à Gamal, ils sont devenus quoi? Qu'est-ce que l'État a fait pour les pousser à avoir le même niveau que ces Russes qui viennent nous enseigner? Donc il faut qu'on cesse de se raconter des histoires dans les bureaux, de monter, de descendre, de faire semblant de travailler, qu'on travaille réellement à ce que les enfants qu'on a ne soient pas comme nous, qu'ils soient plus que nous. C'est ça la vérité. C'est bien dit, M. Camara, vous allez continuer. On était en train de parler de ce succès très souvent réalisé par les apprenants de l'enseignement technique et professionnel. C'est ce que je disais. Je dis, ici, nous évaluons, c'est ce que je vous ai dit à l'entame, je dis, nous évaluons le processus ou bien le produit. Mais ça, si tu évalues pas, il y a des modules. Actuellement, l'enseignement est modulaire. Bien sûr. Donc, quand on vient aujourd'hui, comme moi, par exemple, si je dois donner les cours sur le démarreur, c'est un module. Je viens, j'enseigne les composants de démarreur, je prends la clé devant les enfants, je démonte le démarreur, je réalise des mesures, je remonte devant les enfants, ils observent. Quand ils finissent, maintenant, je vérifie tout, je mets le démarreur en marche. Maintenant, en classe, là-bas, nous avons des épaves. Toi, ton activité, c'est de démonter, mesurer, remonter. Maintenant, s'il ne le fait pas aujourd'hui, demain, quand il vient, il le fera. Il va compter jusqu'à ceux qui maîtrisent au moins le démarreur. Maintenant, à l'examen de sortie encore, on n'envoie pas un autre, le même démarreur qui viendra démonter. Maintenant, c'est simple, c'est très pratique. Il a démonté, remonté ça pendant 2 ans, 3 ans. Si c'est la soudure, si c'est la soudure, l'assemblage des pièces. Maintenant, on vous dit il faut mesurer telle distance, couper, et puis c'est la baguette là qu'on utilise. Voici l'angle de soudage. On monte, on fait ça une fois. Lui aussi prend, il soude une fois, 2 fois. Maintenant, le problème quand même chez nous, c'est la matière d'œuvre. C'est-à-dire l'effectif est grand, la matière d'œuvre est insuffisante. Sinon, là, si c'est comme ça, qu'est-ce que vous appelez matière d'œuvre pour que nous des consommables, voilà, pour réaliser des travaux pratiques. Voilà, vous dites que vous travaillez par exemple sur des épaves dans la salle de classe. Est-ce que chez vous, par exemple, au CFP de Matoto, est-ce qu'il y a par exemple un véhicule
spécialement dédié, disons, aux travaux pratiques. C'est-à-dire un véhicule qui marche, qui est tout à fait à disposition, voilà, à disposition sur lequel vous venez travailler le plus souvent. Et puis voilà. Je vais vous inviter dans ma salle de travaux pratiques. Si vous avez vos véhicules, même on peut aller faire vos véhicules là-bas. Quand même, on travaille là-bas très bien. C'est très bien ça. Mais seulement, c'est ce que je dis, l'effectif par rapport aux matières d'œuvre. Parce que si vous avez un seul moteur vivant, ou bien si vous avez 2 moteurs vivants pour 50 apprenants, vous voyez le temps de passage, c'est un peu... Sinon, on fait quand même avec les... Ce que je voulais rajouter à ce que M. Camara dit, je suis en synchronisation avec lui. On ne peut pas entraîner un enfant à affronter un chat et le jour de l'examen lui donner un lion. Il va se faire dévorer. C'est clair. On est d'accord. Quand on parle de matière d'œuvre, c'est par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis ingénieur en électricité. Je veux montrer à mes élèves comment monter, démonter un alternateur. Un alternateur. Il y a la partie mécanique. Dans le micro aussi. Il y a la partie mécanique, il y a la partie électrique. N'est-ce pas? Maintenant, l'appareil que j'ai, c'est ce qu'on appelle consommable. N'est-ce pas? Oui. C'est ça, non? Ça, c'est les matières didactiques. L'appareil même. Maintenant, les fils que vous utilisez, que vous coupez et qui ne seront plus réutilisables maintenant pour d'autres travaux. C'est ce qu'on appelle consommable. Voilà. Oui. C'est ce que je voulais, la manière dont je voulais que vous expliquiez. Maintenant, quand tu apprends à un enfant pendant 1 mois, 2 mois, ça, on peut supposer que c'est un module. Hein? L'enfant, on l'apprend. L'APC, c'est ça. Il est là, il travaille. Le maître est là, il regarde. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc, l'enfant, déjà pendant 1 semaine, 2 semaines, il sait ce qu'il fait. Et le jour de l'évaluation, tu vas lui demander de démonter un avion? Non. C'est bien dit. Tu lui demandes de démonter la même chose. Maintenant, il démonte. Et puis, n'oublions pas que l'enseignement professionnel, c'est comme si c'était une deuxième chance. Et quand un élève rate la première chance, je pense que il ne faut jamais lui laisser rater la deuxième chance. Pas du tout. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache que quand un enfant a 12, 13, 14 ans d'études, il faut le laisser sortir et qu'il tente sa chance. Ça dit créer toutes les chances pour qu'il s'intègre à la société. D'ailleurs, le Japon est l'un des pays qu'il faut prendre pour exemple en matière d'éducation. C'est-à-dire que l'échec, on ne devrait même pas prévoir d'échec. On doit créer toutes les conditions pour que l'enfant réussisse. Un enfant qui échoue, c'est tout le système qui est mis en marche. Mais malheureusement, il y a certains qui se tapent la poitrine. Non, c'est pas intéressant. Ce ne sont pas des pédagogues, ce ne sont ni des pédagogues, ni des éducateurs professionnels. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous savez, la radio aussi, c'est l'heure. Mais est-ce que je veux, M. Camara, est-ce qu'il y a souvent, est-ce qu'il y a parfois... Vous allez me permettre. Non, tu vas arrêter. Vous allez me permettre. Est-ce qu'il y a parfois de la fraude? Est-ce qu'il y a parfois de la fraude? Non, il veut taper sur le. Est-ce qu'il y a parfois de la fraude ton micro dans le processus, disons, d'évaluation ou des examens? Je vois, est-ce qu'il y a de la fraude? Et voilà. Ok. Parlant de la fraude, et puis la fraude, c'est l'un des comportements humains. Bon, pour dire que. Il y a la fraude ou il n'y a pas la fraude, ça va être compliqué. Un peu compliqué. Mais ce que moi je peux te donner comme réponse, avec moi quand même, et beaucoup de professeurs qui ont suivi la formation pédagogique, ils connaissent l'éthique et la déontologie de métier enseignant. Et lui, il ne se permet pas de s'aventurer dans l'histoire de la fraude. Parce que si nous ratons la formation d'un apprenant, c'est que c'est les dégâts qu'il va causer après, nous sommes responsables. Très bien. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'éthique et la déontologie de notre métier ne nous permet pas de s'aventurer dans l'histoire de la fraude. C'est bien dit, M. Camara. La toute dernière question, même pas une question, là c'est juste un appel que vous allez formuler à l'endroit de ceux-là qui sont encore réticents pour aller vers ces écoles techniques, professionnelles. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à leur dire pour les rassurer qu'il est tout à fait important aujourd'hui de s'orienter vers ces formations techniques et professionnelles pour pouvoir booster le développement socio-économique de notre nation. En 1 minute, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, ce que je veux dire au niveau du taux de réticence, je dis que c'est un taux qui est très très bas. Mais par contre, moi, je vais reformuler maintenant ma doléance. C'est auprès de l'État de fournir d'efforts pour qu'on puisse accueillir au maximum des apprenants pour qu'on les forme. Les gestionnaires des écoles
aussi, nos écoles sont sous-exploitées, je vous dis. D'accord. Nos écoles sont sous-exploitées. Oui. On vient enseigner de 8h à 14h, on rentre. Maintenant, de 14h jusqu'à 22h, et puis c'est les salles vides. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut que l'État mette des bons gestionnaires, des bons managers à la tête de ces structures pour qu'on puisse vraiment manager ces structures dans l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup. L'État doit mettre des managers pour l'intérêt supérieur de la nation et surtout pour une formation qualitative. Ça a été un réel plaisir de vous servir aujourd'hui encore dans le bureau du prof. On se retrouve, Inch'Allah, s'il plaît aux propriétaires des jours à venir. Demain, vendredi, ça va être le dernier jour de cette semaine en tout cas. Et Monsieur Cheikh, merci. Monsieur Cheikh, merci beaucoup. Monsieur Keita, merci. Merci Monsieur Camara. Côté technique, on a été accompagné par Mamadou Diallo et toute son équipe. Et ici, derrière le micro, pour la présentation, appelez-moi tout simplement Alpha Hassan Bari ou El Professeur. À demain, au revoir.